Bonjour à toutes et à tous. On va gentiment commencer. Tout d'abord, on est très heureuse de voir aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui pour cette édition un petit peu spéciale de BD Film. Et on est aussi très heureuse de vous accueillir pour cette conférence. On vous retrouve tout à l'heure, si vous voulez, plus tard dans ce même espace pour un duo graphique. Et voilà. Et donc du coup, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, il paraît qu'ici, c'est la monstre teuf ce week-end. Ça tombe bien parce qu'on va faire une monstre conférence sur un monstre ouvrage, puisqu'on va parler avec Fanny et Eric du siècle d'Emma et du siècle de Jeanne. Vous connaissez certainement Fanny et Eric, mais je vais commencer par un petit mot pour les présenter. Alors Fanny, elle a publié un grand nombre de BD et d'ouvrages illustrés, Pilule polonaise, Les paupières poissons, Paprika. Elle fait partie du collectif La Bûche. Donc La Bûche, c'est quoi? C'est un fanzine et un collectif d'autrices suisses, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc la charmante Fanny a œuvré au dessin sur les siècles d'Emma et de Jeanne. Et je vais me permettre de présenter Eric aussi, même si j'imagine que tout le monde connaît Eric ici, puisque c'est une figure de l'audiovisuel suisse. Donc un vieux briscard, comme on disait tout à l'heure en interview qu'on a fait tous les deux. Carrément un ancien combattant. Un ancien combattant. On en parlait tout à l'heure sur une interview qui passera sur Vostok. Donc moi j'aurai le plaisir d'animer cette conférence en tant que journaliste BD sur Radio Vostok. Et Eric, s'il y avait des noms suisses peut-être qu'il ne connaîtraient pas, a été journaliste à l'Hebdo et à la RTS où il a réalisé de nombreux reportages, notamment dans les domaines de l'actualité, pour mise au point ou temps présent. Et aussi dans le cadre de vulgarisation historique, comme dans l'émission C'était mieux avant. Vulgarisation historique, on y est, puisque c'est un peu de ce dont il s'agit ici, dans ces deux albums. Et on a choisi un prisme un peu spécial pour cette conférence. C'est des albums qui sont un peu colossaux, puisque c'est des albums qui parlent d'histoire. Alors simplement pour le rappeler, Le siècle d'Emma, qui est sorti en 2019, c'est 207 pages pour raconter l'histoire de la Suisse au XXe siècle. Le siècle de Jeanne qui vient de sortir, c'est un peu le lancement du titre ici à BDphil. C'est à nouveau un ouvrage volumineux, 244 pages, pour parler cette fois de l'histoire du 19e siècle. Et l'idée, c'est de vous présenter leur travail, mais aussi tout le processus créatif qui se profile derrière un tel projet. Donc c'est cette monstre conférence qu'on vous propose. Et peut-être pour la démarrer, j'ai envie de demander à l'un de vous, Fanny ou Eric, comme vous le sentez, comment on présente, comment on dit dans les médias, comme on aime bien le faire, comment on pitch ce projet, puis cette série, cette nouvelle opus qui vient de sortir. Oui, alors c'est effectivement 244 pages entièrement dessinées à la main. Pas d'ordinateur, pas de coloriage, bref. Alors, comment présenter le siècle de Jeanne en un pitch, puisque c'est ça qu'il faut dire. Le pitch, c'est là. J'ai grandi dans une famille paysanne qui a cru aux promesses de la Révolution vaudoise. J'ai fondé une famille en terre catholique, connu les troubles de la guerre civile et de la famine jusqu'à l'émigration forcée à l'autre bout du monde. Je suis Jeanne, née à l'orée du 19e siècle dans le pays de Vaud. Voilà, en fait, c'est ça, si vous voulez, le propos. On suit donc une femme et sa famille à travers les remous du 19e siècle, un peu sur le même principe qu'on avait utilisé pour retracer le 20e avec Emma. Et l'idée était de reprendre cette conception d'une histoire par la bande, c'est-à-dire à la fois par la bande dessinée, mais aussi par la bande, dans la mesure où on s'intéresse aux gens d'en bas, pas aux gens d'en haut. Et le fait d'avoir le regard d'une femme sur les événements du 19e siècle donne évidemment un peu de distance, une femme du peuple qui assiste, qui vit les événements que nous, on a considérés comme les événements principaux du 19e siècle en Suisse. C'est bien sûr notre lecture à nous. On aurait pu prendre d'autres moments forts. Alors, on a choisi de s'arrêter sur 4 moments. D'abord, l'aube du 19e avec l'espoir suscité par la République helvétique, donc au moment où la Suisse a été, le territoire suisse a été occupé par la France, par les républicains français qui ont instauré la République helvétique. Il y a eu un grand espoir que ça change, qu'on passe de l'ancien régime à un nouveau régime. Et il y a eu notamment des révoltes paysannes ici dans le canton de Vaud, ce que l'histoire officielle a un peu effacé. Mais il y a eu de grosses révoltes paysannes, les bourgs-la-papais, les brûleurs de papier, qui attaquaient les châteaux. Et ça a été une des grandes jacqueries du 19e siècle. Donc on a voulu commencer par là, c'est-à-dire les espoirs de la Révolution.
Ensuite, Et là, tu sors un peu du pitch. oui, Je sais pas si... je vous raconte Comme il y l'histoire. a un fil conducteur très Ouais, facile. alors je vais aller plus loin. Pour vous dire, on a pris comme temps fort ces révoltes paysannes. Ensuite, on a poursuivi dans le siècle avec le moment où il y a eu un événement marquant qui a été la grande famine de 1816. Et puis, on a continué avec la guerre civile et finalement l'industrialisation de la Suisse. Donc l'idée était de retracer donc ce siècle à travers ces moments forts. Je suis dans le pitch, j'y reviens, et je cède la parole à Fanny. Fanny, tu veux rajouter un mot sur le pitch, ou est-ce que c'est aussi intéressant de dire que voilà, il y a un contexte historique qui lui est bien réel, et puis au milieu de tout ça, il y a une histoire fictive avec des personnages qui sont inventés, mais qui aident les gens à s'imprégner justement, voilà, d'une histoire qui leur est propre au travers d'un fil historique qui lui est tout à fait réel. Oui, c'était déjà ce qu'on avait fait pour le siècle d'Emma. Et là, la différence, c'est aussi qu'on a choisi de se concentrer sur Jeanne, sur le personnage principal tout au long des chapitres, et non pas comme dans le siècle d'Emma d'avoir un personnage par chapitre de cette famille. Donc c'était aussi la volonté de donner plus de place à Jeanne et à comment elle vit ces événements et à son parcours. Alors, un petit clin d'œil, on en parlait tout à l'heure, Jeanne, c'est aussi le prénom de ta grand-maman. Ça a été un petit peu un hasard, parce que c'est Eric qui t'a proposé ce nom comme ça, et du coup, ça avait du sens pour toi, alors. Oui, c'était marrant qu'il me le propose, et que, enfin, si j'avais pu, je lui aurais aussi proposé ça. Donc, c'est une super coïncidence que ce soit le prénom de ma grand-mère qui a grandi dans la campagne fribourgeoise. Enfin, il y a plein de choses qui me faisaient penser à elle dans le personnage de Jeanne. Alors avant de partir un peu plus dans le plongeon de l'atelier de cette BD historique, peut-être pour parler un peu de ce titre qui vient de sortir, voilà, il y a vraiment des événements notoires, notables, pas forcément connus, qui sont retranscrits, puis on croise aussi des personnages historiques, des personnalités historiques fortes. Est-ce que tu veux en dire un petit mot de ces personnages qu'on croise pendant l'histoire ? Oui, parce qu'on a essayé de se faire, si vous voulez, se combiner l'histoire fictive d'une famille avec des événements réels, dans lesquels, évidemment, étaient impliqués des personnages historiques réels. Et donc, ça permet de faire avancer l'histoire et en même temps de montrer comment nos personnages s'inscrivent dans cette histoire. Alors, par exemple, on a imaginé à un moment que Jeanne, qui était dans une école pour jeunes filles à Yverdon, qui a été le premier institut laïque pour les jeunes filles, rencontre Germaine de Staël, qui... Et c'est vrai, historiquement c'est vrai que Germaine de Staël, donc l'écrivaine bien connue, a rencontré Jeanne de notre livre pour essayer de la pousser à faire des études et à devenir préceptrice, enfin, etc. Donc ça c'est une situation. On a aussi évoqué le personnage important qui a été James Fazzi, qui a animé la Révolution genevoise, qui a mené ensuite à la guerre civile. Bref, on a émaillé notre histoire d'intervention de personnages historiques réels en combinaison avec nos personnages qui ont leur propre trajectoire. Voilà, alors un duo au dessin, donc, Fanny, scénario, Eric. Le résultat, voilà, c'est cette BD qui est quand même assez colossale. Pour en arriver là, il y a tout un processus de création. Alors si on part un peu dans cette présentation-là, de ce travail, déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment naît le projet ? Comment vous vous rencontrez et comment tout ça démarre ? J'ai rencontré Eric parce qu'il avait un projet qui était pour le siècle d'Emma qui était encore beaucoup moins formulé que ça. Il avait une idée et une envie, et puis ensemble on a décidé de se lancer dans ce premier album ensemble et de lui donner la forme qu'il a finalement eue. Et puis comme c'était une super expérience, on a récidivé sur celui-ci, mais donc c'était un peu un hasard et pas tant que ça, parce que c'était un autre dessinateur de BD qui lui avait suggéré de venir me proposer à moi en pensant que ça pouvait être le genre de sujet qui me parle. Oui, alors comme on ne s'est pas brouillé après Emma, on a continué et puis maintenant on a travaillé ensemble sur Jeanne. Non, mais c'est effectivement une rencontre intéressante parce que moi je ne venais pas du tout du monde de la BD, mais j'ai toujours été intéressé par le travail avec l'image et le texte dans les expériences que j'ai faites en télévision. Donc finalement, je me suis assez facilement trouvé avec Fanny parce qu'il y avait une espèce de répartition du travail et des spécificités pour essayer de raconter une histoire qui nous tenait à cœur par l'image et par le texte. Et alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Est-ce que c'est correct de dire que dès le départ, autant pour la scénarisation que pour le dessin, il y avait des objectifs un peu avérés qui étaient aussi un peu des challenges ? Alors il y avait un objectif un peu de vulgarisation,
un objectif peut-être de témoignage, de créer un document historique, didactique et facile à lire. Est-ce que tout ça, ça faisait partie de l'idée de départ? Non, en fait, je me souviens qu'un des premiers trucs qu'Eric m'a dit, c'est qu'il voulait pas faire quelque chose de pédagogique qui serait utilisé dans les écoles. Pour lui, c'était clair. S'il vous plaît. Pour moi, c'était égal parce que du moment que le sujet était intéressant, ça peut même être pédagogique, ça me va aussi. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, c'était plutôt de me rendre compte de l'étonnement que j'ai eu en découvrant les événements du siècle, aussi bien d'Emma que de Jeanne, que je me suis dit, si moi, ça m'a étonnée et ça m'a fait prendre conscience de certains aspects que je ne connaissais pas du tout de la Suisse, ben, ça peut aussi intéresser d'autres personnes. Et c'était un des aspects qui m'intéressait de transmettre cet étonnement et puis un peu aussi de casser des clichés. Aborder des thèmes qui ne sont pas généralement abordés dans les livres d'histoire. Et alors, comment on fait pour caser un siècle d'histoire dans une BD de 200 pages? Il y a des choix drastiques à faire. Comment on s'y prend? Je le disais, effectivement, on a choisi ce qu'on a considéré, nous, comme des moments forts du 19e, comme on l'avait fait pour le 20e. Mais il est clair que c'est une lecture tout à fait personnelle. On a choisi quelques moments qui ont été, à mon avis, des moments clés dans ce siècle. Et aussi des moments un peu oubliés. Je me suis étendu tout à l'heure sur la révolte des paysans, mais après il y a aussi la famine de l'année sans été en 1816 qui a provoqué des vagues d'émigration. Il y a aussi les à côté une autre lecture de la guerre civile qui a été la guerre du Sonderbund. Puis après enfin on s'intéresse au travail des enfants, à l'industrialisation, sans du tout faire œuvre de novateur, parce que c'est des choses qui sont très connues, mais qui ont été un peu dans les livres de mon collège mythifiée. Moi, j'ai vraiment eu l'histoire mythifiée de Chevalat. Quant à Fanny, d'après ce qu'on a pu s'imaginer, elle a eu une histoire suisse qui a été zappée parce que c'était la grande époque de l'histoire monde. Et finalement, l'histoire suisse existe très peu dans les ouvrages de la fin des années 1990. Donc, nous, on a voulu un tout petit peu aller à la recherche de quelques moments qu'on estime forts, d'où nous venons, mais qui ont été un peu ignorés, en tout cas, par la grande histoire, à savoir l'émigration, par exemple. C'est pour ça que ça traverse un peu le livre, aussi la misère, la famine, enfin c'est tous ces événements majeurs qui ont marqué le 19e. Donc c'est ça la volonté. Et je crois aussi que sur le 19e, il y avait une volonté de montrer que voilà, cette Suisse qui se constituait était bien différente de la nôtre, c'est-à-dire bien moins prospère, tout n'était pas évident, les droits, les libertés. C'était aussi une volonté que vous aviez envie de mettre en page. Oui, moi, c'était un aspect qui m'intéressait beaucoup parce que je trouve que, en tout cas, quand on est né dans cette Suisse prospère qu'on connaît maintenant, stable économiquement, sécurité, de découvrir que ça n'a pas été de tout temps comme ça, qu'il y a des Suisses qui ont dû quitter la Suisse parce qu'ils mouraient de faim simplement. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir cette perspective, en fait. Mais donc pas de volonté didactique du tout, même si finalement ça a été utilisé, et c'est très bien, par les profs, mais un peu comme ils utilisent des séries télé, comme ils utilisent d'autres choses, des romans, mais disons une volonté quand même de rendre public, de faire de l'histoire publique, parce que je trouve que ça c'est important aujourd'hui. C'est son nouveau label, Histoire publique. Mais c'est vrai, je trouve que c'est important de vulgariser, mais au sens noble du terme, un certain nombre de choses, et d'atteindre un public... Enfin, le siècle d'Emma, sans vouloir nous vanter, c'est quand même plus de 10 000 exemplaires vendus. Donc ça veut dire que ça a vraiment eu un écho dans la population, comme d'autres livres d'histoire d'ailleurs. Si vous regardez dans les succès d'édition, il y a beaucoup de livres d'histoire en Suisse. Il y a vraiment un besoin de connaître autre chose de son passé que la plaine du Grutli et Guillaume Tell. Puis on y reviendra un peu après parce que tu ne veux pas que ce soit un outil éducatif, mais ça l'a été, donc on en reparlera un petit peu plus loin. Mais revenons un peu sur le sujet, je dirais, créatif de cette conférence et le plongeons dans l'atelier d'une BD historique. Alors, comment ça se passe pour commencer? Il faut faire le scénario, il faut trouver les faits historiques, se documenter, inventer les personnages, la partie fictive. Est-ce que c'est correct de penser qu'on commence par le scénario? Eric, c'est toi qui commences à travailler sur ce projet-là en étoffant un scénario? Oui, enfin, on a assez vite discuté, avant même de démarrer dans le scénario, avec Fanny, sur qu'est-ce qu'on allait faire. Il y avait eu ce Jeanne qui nous avait occupés, et moi j'ai proposé que finalement, on remonte dans le temps, plutôt que de continuer dans le 21e, et qu'on passe finalement, qu'on remonte au 19e siècle, parce que ça nous paraissait être une époque intéressante. Donc on a discuté d'emblée avec Fanny de quel type d'histoire on voulait raconter. Puis ensuite, j'ai fait des recherches...
j'allais dire banales, mais enfin surtout pour creuser certaines périodes qui m'intéressaient, notamment les révoltes paysannes, ou simplement en lisant, en allant aux archives. Bien, assez rapidement, j'ai surtout fait du travail de recherche iconographique pour arriver à voir quel genre de personnages on allait créer, dans quel environnement ils étaient. Et ça a été le premier travail, le travail du scénario, mais déjà assez rapidement de voir comment on allait pouvoir le mettre en image. Alors quand on recherche justement de la documentation sur le 19e siècle, qu'est-ce qu'on trouve? Parce qu'il n'y a pas forcément tant de choses que ça. On trouve quoi? Des photos, on parle avec les gens, des livres, qu'est-ce qu'on trouve? On ne trouve pas beaucoup de photos, hein, à part peut-être pour toute la fin, mais disons, on trouve surtout beaucoup de gravures, alors ça c'est bien l'avantage du numérique aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller dans les bibliothèques, mais disons, j'ai trouvé pas mal d'images pour essayer de représenter. La difficulté, c'est que les gens dont on parle, ce sont des gens du peuple, et ils sont peu dessinés, il y a peu de gravures, il y a beaucoup de gravures sur la vie aristocratique, militaire, du pouvoir, mais comment exactement étaient habillés les paysans du canton de Vaud ou de Fribourg entre 1800 et 1830, Fanny me demandait, mais alors quel genre de chapeau ils ont, est-ce qu'ils ont des bougies, est-ce qu'ils ont des lampes à huile, enfin, tout ça n'est pas représenté, parce qu'on ne s'amusait pas à dessiner des paysans au travail, à part pour des raisons purement folkloriques, ou alors dans leur costume éventuellement de fête, mais autrement... donc ça a été assez difficile aussi, tout simplement. Par exemple, trouver à quoi ressemblait la façade d'une boulangerie. Bon, là, j'ai mis une boulangerie anglaise, parce que c'est la seule que j'ai trouvée, alors que dans l'histoire, il y a une boulangerie à Estavayer. Je ne suis pas forcément sûr que ça ressemblait à ça. À quoi ressemblait la devanture d'une boulangerie? Ça nous a occupé un peu l'esprit. En fait, généralement, il me trouvait un peu un faisceau d'indices sous forme de gravure, et puis moi, je composais ce qu'on s'imaginait pouvait être, par exemple, une boulangerie à l'époque. Là, on voit en haut, c'était pour comment représenter l'intérieur d'un train. Et aussi, on voit 3 images qui sont assez différentes entre elles de comment était l'intérieur des trains, et j'ai juste choisi de finalement le représenter comme ça. Mais c'est peut-être faux, hein, d'ailleurs, parce que je suis sûr qu'il doit y avoir un maniaque des chemins de fer qui va nous dire « Ah non, mais ce type de fauteuil a été introduit... surtout qu'à l'époque, c'était des trains privés, donc les archives des chemins de fer fédéraux ne servent à rien. C'est compliqué, c'est la même chose pour les uniformes aussi. C'était très compliqué, ça a donné pas mal de fil à retordre à Fanny, de savoir quel type d'uniforme les gens avaient. À Fribourg, il y avait toutes sortes d'uniformes différents. On a essayé d'être au plus près de la réalité sans faire œuvre vraiment d'iconographe, disons. Alors voilà, tous ces documents qui émergent, des faits historiques, qui font leur route pour un choix éditorial. C'est avec tout ça, Fanny, que toi, tu t'imprègnes pour aussi créer les personnages et toute la partie fictive. Comment tu mets en image cet aspect-là, plus fictif de l'histoire? Là, je peux peut-être revenir. En fait, on avait surtout des images de comment on a fait le siècle d'Emma, parce qu'on a fait plusieurs présentations là-dessus. Donc, mais c'est un peu le même procédé, c'est-à-dire que pour les personnages, je regarde un peu à quoi ressemblaient des gens à l'époque. Donc là, par exemple, il existe des photos pour le XXe siècle. Et puis ensuite, assez librement, je dessine comment j'imagine les personnages, sans essayer de trop me forcer dans une direction ou dans une autre, parce que comme je sais que je devrais les dessiner de tout jeune à tout vieux sur plusieurs centaines de pages, il faut que ça sorte un peu spontanément de ma main, sinon je sais que ça va être vraiment difficile. Donc voilà, ensuite je les dessine le plus possible, et puis finalement j'évolue avec eux. Quel est votre degré d'échange tous les deux quand vous travaillez sur un projet comme ça? Vous parlez tous les jours ensemble? Vous vous voyez? Vous faites des séances? Comment ça se passe entre vous? Oui, en tout cas quand moi je dessine, on est en contact un peu tout le temps, mais on fonctionne beaucoup avec des documents participatifs, enfin des documents sur lesquels on peut travailler ensemble, et puis on s'écrit des messages. Moi je fais valider ou vérifier tout ce que je peux à Eric, parce que comme je travaille sur du papier, c'est beaucoup plus difficile de modifier une fois que j'ai finalisé mon dessin. Donc à chaque étape, je vérifie auprès de lui qu'on est d'accord sur la direction que ça prend. Donc ouais, les périodes où je dessine beaucoup, on s'écrit ou on se parle tous les jours. Là, Eric, on dépasse le cliché dessinateur-auteur qui travaille un peu chacun dans leur coin. C'est un duo qui travaille main dans la main, hein, c'est ça? C'est-à-dire, oui, au moment quand on a dépassé le stade du scénario,
mais ça, tu peux peut-être le montrer. Après, c'est banal hein, de dire c'est rien de nouveau, mais on passe au découpage par page. Hein. Là, vous avez le scénario tel que je l'écris un peu comme une pièce de théâtre, simplement, avec les dialogues, puis un peu la situation, quelques descriptions. Puis à partir de là, on découpe par page, et ensuite, Fanny fait un storyboard en décomposant chaque scène. Et là, il y a c'est le mariage de Franz avec une jolie nazie allemande. Et donc, on est parti des descriptions qui sont dans le scénario. Ensuite, ça, c'est le découpage des pages. Et puis ensuite, là, il y a cette page du mariage avec une référence. Ça, c'était un mariage à Zurich, d'ailleurs, puisque les Allemands à Zurich avaient le droit de porter l'uniforme nazi. Donc, ça montre un peu l'ambiance qu'il y a pu y avoir autour de ce mariage. Elle s'en est inspirée pour faire la cérémonie du mariage de Franz. Oui, en fait, pour le siècle d'Emma, c'était la première fois que Eric faisait cet exercice de faire un texte pour une bande dessinée. Donc, c'était un peu plus... j'ai eu plus de travail pour découper tout son texte, le penser en planches, le découper en nombre de pages. Mais ensuite, pour le siècle de Jeanne, quand on a bien bossé ensemble, il avait vraiment déjà intégré ce processus et ça a pu être un peu plus rapide parce que c'était vraiment plus pensé déjà comme il fallait pour que je puisse attaquer ma partie du travail. Bon, puis après, si on continue le process, il y a l'étape de la colorisation. Je crois qu'il y avait aussi une réflexion particulière pour coloriser. On se le disait tout à l'heure, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif 19e, c'est un peu noir et blanc, et puis on ne connaît pas trop vraiment les couleurs réelles. Comment on fait pour coloriser une époque aussi lointaine sans perturber peut-être le lecteur? Oui, c'est vrai que le choix pour le siècle de Jeanne d'avoir qu'une couleur par scène en plus du noir et du gris, c'était notamment parce que c'est vraiment plus agréable quand on se base sur des gravures qui n'ont pas de couleur ou Bon, il y a aussi des peintures, mais c'était plus simple comme ça. Mais c'était aussi parce que personnellement, j'avais pas été très satisfaite d'avoir utilisé toutes les couleurs à disposition pour le siècle d'Emma. Et j'avais envie de trouver un moyen de dessiner qui soit plus je sais pas comment dire, plus pointu. Qui a plus de caractère et qui se concentre sur autre chose que ces couleurs. Enfin, je ne pouvais plus toutes ces couleurs. C'est ça. Comment tu as défini ton dessin tout à l'heure quand on faisait l'interview ensemble? Qu'est-ce que j'ai dit? La suggestion et du flou. La suggestion par le flou. Oui, parce qu'il y a des profondeurs de champ qui permettent aussi d'être un peu plus lointain et effectivement, il y a moins ce souci de dessiner toutes les petites chaussures. Oui, j'aime bien suggérer, et puis c'est assez pratique dans le cas de scènes qu'il faut raconter où il n'y a pas forcément toute la documentation pour. C'est que finalement, si j'avais un style hyper détaillé où le moindre soulier devait être ultra précis, je serais super embêtée, tandis que là, ça permettait d'avancer dans ce qu'on racontait sans être embêté par ça. Bon, et puis ce côté subjectif, finalement, je ne sais pas si l'auditoire le sent, mais moi je l'ai senti avec vous quand on a fait l'interview tout à l'heure, et puis même encore quand je vous entends. Il y a du perfectionnisme en vous, donc vous avez envie d'être fidèle le plus possible à la réalité. Comment on gère du coup la frustration de ne pas pouvoir avoir toutes les infos pour être sûr, de laisser une part justement à l'improvisation presque? Est-ce que ça génère une espèce de frustration ou pas forcément? Non, enfin, moi je disais, moi j'aime bien les choses vraies, mais disons je ne suis pas un maniaque non plus de savoir si... Je vous parlais des uniformes, c'est complètement délirant quand on va voir par exemple, au moment de la guerre du Sonderbund, les fribourgeois, ils mobilisaient toutes sortes de troupes différentes. Et j'arrivais plus à m'en sortir de savoir quelle était la couleur. Heureusement, c'était de la bichromie, donc on s'en foutait s'ils avaient des pantalons bleus et des vestes rouges. Mais c'est vrai que, non, moi, franchement, ça ne nous a pas empêché de dormir. Il y a un moment où on a dit, tant pis... S'il y a un maniaque des uniformes, il nous écrira une lettre en disant c'est faux, ils n'avaient pas ce genre de chapeau. Oui, surtout que l'important pour nous, c'est ce qu'on raconte, c'est pas le nombre de boutons sur les uniformes. Mais on essayait d'être au plus près, mais disons, pourvu que les faits soient réels, disons, à la limite, parfois c'est compliqué. On a eu beaucoup de problèmes avec l'éclairage, parce que j'avoue qu'il n'y a pas vraiment de personnes qui s'est intéressées à nous écrire
à décrire comment les gens s'éclairaient. Il dit ça parce que c'est pas lui qui a dû dessiner des chevaux. Sinon, on dirait on a eu beaucoup de problèmes avec les chevaux. Ouais. Les attelages de 1 ou de 4 chevaux. Ouais, c'est vrai. Après ça, les lampadaires et les lampes à huile, c'est pas un problème. Bon, on voyait tout à l'heure, alors justement, toutes ces étapes pour arriver à une planche finale. C'est combien de temps pour faire une planche en moyenne? Moi, j'ai compté que ça m'avait pris en tout à peu près 1 jour par planche. Même un peu moins, mais je suis assez rapide. Pour le dessin, tu parles là vraiment pour l'étape vraiment de mise en image? Oui, pour tout ce que moi j'ai fait. Et j'ai étalé ça sur 1 année et demie, parce que j'ai intercalé avec d'autres projets. Donc là, le siècle de Jeanne, c'est 1 an et demi de travail. Pour toi, au dessin, et pour toi, Eric aussi, c'est à peu près la même chose? Oui, moi j'ai commencé à écrire le scénario du siècle de Jeanne lors du premier confinement. Vous vous rappelez cet aimable souvenir, c'est-à-dire le printemps 2020. Et après, ça m'a accompagné, mais pas du tout à plein temps, je faisais d'autres choses à côté. Mais disons, parce que tandis que Fanny, il y a un moment où elle est vraiment concentrée sur la fabrication directe du livre. Alors là, on continue à discuter. Ouais, ça m'a pris du temps quand même, d'arriver à... Après, on l'a soumis à des historiens aussi pour essayer de voir si ça tenait la route. Enfin, il y a tout un travail évidemment d'entourage, mais alors voilà, je ne pense pas que c'est aussi long pour moi que pour elle. Ça, c'était une des prochaines questions. Comment on s'assure de la véracité des propos tenus? Comment on fait ce qu'on appelle un peu en mauvais franglish du fact-checking? Est-ce que ça, quand on fait un ouvrage qui se prétend, qui se veut, qui est historique, c'est une étape qui est incontournable? Comment on la gère? Comment on met ça en place? Disons, là, on a effectivement collaboré avec des historiens. Un qui était spécialiste de cette question des bourgs-la-papais, de la révolte des paysans. Il n'a malheureusement pas fini une thèse, mais il était allé très loin. Il a par exemple eu accès à tous les interrogatoires des leaders paysans par la police qui voulait savoir qui était derrière cette révolte. Donc il y a des témoignages. Et lui, alors après, il a jeté un coup d'œil, bien sûr, sur le storyboard. C'est lui qui nous a dit que les vaches étaient beaucoup trop grosses dans les dessins de Fanny, qu'à l'époque les vaches étaient maigres et petites. Michel, si tu nous entends. Et puis lui, il a par exemple testé le premier chapitre. Et puis après, Irène Herman, qui est une spécialiste de la restauration, nous a aidé pour le 2e chapitre. Après, il y a un fribourgeois qui s'appelle Francis Piton, qui a regardé la guerre du Sonderbourg de Fribourg. Et Brigitte Studer m'a aidé pour voir un peu ce qui se passait autour de l'industrialisation de la Suisse, la lutte sur la loi sur les fabriques, le travail des enfants, etc. Donc il y a un regard, mais il y a peut-être des erreurs. Il y a certainement des trucs qu'on a laissé passer. On a essayé de tout faire pour que ça ne soit pas le cas, mais c'est possible qu'il y ait eu 2 erreurs. En tout cas, on trouve les remerciements et puis la source de toutes ces informations. Quand on a préparé cette conférence, on a essayé d'illustrer un peu tout ça et de montrer quel travail colossal se cache derrière de tels ouvrages. Est-ce que ça va pour toi, Fanny, si on vient sur une des slides, là, sur le siècle des mains, qui selon moi, illustre assez bien la manière, celle-ci, elle illustre assez bien la manière dont vous travaillez ensemble et voilà comment vous essayez de documenter des choses qui ne sont pas forcément faciles. Peut-être tu peux me rappeler le contexte de cette planche, puis nous expliquer comment vous avez travaillé à côté avec ce qu'on voit qui est un peu en 2 temps, la manière dont la planche se dessine et prend forme, et l'échange que vous avez pour voir comment tout ça est documenté finalement. Oui, à gauche, on voit le document qui était au départ un texte sans interruption, sans découpage, et que moi, on voit le page 143, c'est que j'ai décidé qu'on changeait de page à ce moment-là, et ce que ça a donné ensuite sur la droite. Et donc c'est dans le siècle d'Emma quand Véronique va à l'anti-congrès féministe. Et donc on voit l'image, enfin c'est plutôt une capture de vidéo qui a servi, que toi tu avais mis dans le document pour que je l'ai déjà sous la main, et comment moi j'en ai dessiné une affiche sur la droite. Et puis on peut voir qu'on a eu beaucoup,
fait beaucoup de discussions comme ça en commentaire de documents. Alors ça, moi, je trouve magnifique. Je ne sais pas si vous arrivez à les lire, mais on voit déjà que le 20 mars 2019, ça a bossé. Hein. Tous les échanges sont du 20 mars. Là, il y a Fanny qui dit « Ah tiens, tu m'avais pas mis d'image ?» Et Eric répond « Non, car je n'ai pas retrouvé d'image dans ce fichu centre de loisirs. » Et puis là, je trouve intéressant aussi, Eric qui complète en disant « Les femmes que j'ai interrogées se souviennent d'un immeuble banal avec une grande salle de spectacle, genre Ola École. » Ça veut dire que voilà, tu parles avec des gens, tu veux jusqu'à passer des coups de fil, ça va jusque-là quand on se documente en fait. Oui, parce qu'en fait, il s'agit d'un événement qui avait marqué notre génération, c'est-à-dire il y a quelques années. 1975, il y avait eu un grand congrès des femmes à Berne, officiel, dans le Kursaal, ou je ne sais plus, ces grands immeubles, qui était un congrès officiel. Un peu, on avait fait l'année de la femme, comme on l'avait fait l'année de l'enfant ou l'année du bébé phoque. Et ils avaient créé cette grande réunion. Et les mouvements féministes de l'époque avaient fait un anti-congrès des femmes, notamment autour de l'avortement, qui s'était tenu dans un petit bâtiment, un centre de loisirs de la banlieue de Berne. Je m'en rappelle parce que moi j'y étais, on n'avait pas le droit d'entrer dans l'anti-congrès des femmes, nous les mecs on devait être devant la porte, mais disons, je me rappelle de ce lieu. Donc j'ai essayé de retrouver des photos, mais impossible, des photos de ce lieu, et surtout très peu de choses à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, personne n'avait. Il y avait quelques photos prises par des militantes, mais autrement, il n'y avait pas de reportage télévision, il n'y avait rien du tout. Donc c'était un peu difficile de dire à Fanny à quoi ressemblait l'intérieur de cette salle d'anti-congrès. Et il y avait là la projection d'un film de Carole Roussopoulos qui s'appelle Yakapa Baiser. Et donc j'ai retrouvé l'affiche sur un des documentaires qui est en ligne d'ailleurs, de Carole Roussopoulos. C'est comme ça qu'on a pu le remettre dans le... Parce qu'on savait qu'il y avait une affiche de ce film. Et vous appréciez Eric qui termine en disant « Si mes souvenirs sont bons, c'était il y a tout de même 44 ans. » Moi qui parlais d'un vieux briscard tout à l'heure, je sais pourquoi. Donc voilà, je trouve que c'est assez caractéristique de voilà, la relation qui se met en place pour faire ce travail-là. Je te propose aussi, Fanny, de revenir peut-être sur une des slides où il y a des croquis de visage, peut-être pour voir en fait sur ces personnages qui naissent sous ton crayon. Une des slides où on voit les visages sous plusieurs angles, de profil, de face. Ça, en fait, c'est ce qui te permet de prendre tes marques pour dessiner chaque personnage sous tous les angles et toutes les perspectives sous lesquelles ils vont se trouver dans la bande dessinée. Tu fais ça pour chaque personnage ? Non, normalement, comme je suis très flemmarde, je le fais pas. Mais là, je me suis dit que j'allais faire bien, donc je l'ai fait pour les deux personnages principaux et j'étais toute contente. Mais c'est vrai que ça aide beaucoup. Mais c'est juste que j'aime quand le travail il avance. Du coup, souvent, je saute un peu des étapes. Ce qui fait qu'après, c'est plus difficile de faire que les personnages se ressemblent à eux-mêmes à l'intérieur du livre. Donc, faites pas comme moi. Bon, et puis alors si on continue notre processus de création, il y a des petites choses dont il faut parler qui sont les choses suivantes ou indispensables. On commence par quoi ? Le financement, l'édition. Peut-être un petit mot sur le financement d'un tel projet. Comment on finance un projet comme ça ? Bon, d'abord, il faut quand même parler de l'édition. On commence Je ne dis pas ça parce que les éditeurs sont là, mais c'est vrai qu'une aventure comme celle-ci, elle se fait aussi avec une maison d'édition, bien sûr. Alors commençons par eux, par Antipode. Par Antipode, qui au moment où je les ai contactés pour le projet du siècle d'Emma, avait déjà publié une ou deux BD, mais enfin c'était pas encore un catalogue de BD comme il y a aujourd'hui. Et j'ai reçu un accueil enthousiaste de Claude Pahut, qui était lui-même un amateur de BD. En plus, on était dans un domaine qui est aussi un peu le sien, l'histoire sociale, l'histoire, etc. Donc il a accepté d'emblée ce projet aveuglément, si j'ose dire, du siècle d'Emma, sans même avoir rien vu du tout. Et puis, donc ça, c'est aussi un point de départ, c'est de trouver une maison d'édition qui a envie de se lancer dans cette aventure. Est-ce que c'est correct de dire que pour ce projet, ça faisait sens ? C'est une maison lausannoise qui crée, je crois, en 1995. Ils éditent une vingtaine de titres par an. Je crois qu'ils ont 350 titres à leur catalogue maintenant. Et effectivement, leur approche et leur focus, c'est tout ce qui est sciences sociales. Ils font de la BD, je crois, depuis 2014. Finalement, c'était un peu le partenaire idéal. Oui, enfin, moi je connaissais un peu Antipode d'avant. J'étais un client assez assidu d'Antipode. Donc je savais que c'était une maison d'édition qui correspondait un peu à ma façon de voir les choses. Mais en plus, je savais qu'il y avait un tout petit intérêt pour la BD. Donc effectivement, on s'est retrouvés là pour ce projet, sans savoir que ça aurait un grand succès, quoi.
Mais disons, à partir de là, oui, il faut commencer à chercher de l'argent pour fabriquer ce livre. Il y a tout un parcours que nous, on n'a pas fait, c'est plutôt l'éditeur qui le fait, de subvention. Mais effectivement, il ne faut pas oublier que dans un livre comme ça, il y a 2 auteurs, et surtout une autrice qui travaille beaucoup, dont c'est le métier. Alors moi, il se trouve que je suis un retraité du service public, donc je suis plus tranquille de ce côté-là. Mais Fanny, c'est quand même son job. Donc, et ça, c'est malheureusement souvent un peu ignoré des sponsors et des budgets, parce qu'on se concentre sur la publication du livre, ce qui est très bien, l'impression, la distribution. Mais il y a tout un travail en amont, en aval, pardon, qui n'est pas du tout financé, quoi. C'est-à-dire, c'est la création de la BD. Alors, il y a des bourses, mais elles sont souvent assez maigres. C'est un peu le nerf de la guerre. On va en parler un peu plus pour expliquer comment ça se passe. Si on fait un petit focus encore sur la partie édition, on parle de quoi avec un éditeur? Alors, il y a la partie financement, mais est-ce qu'il y a aussi quel type de format de livre, quel type de couverture, combien d'albums on va imprimer, est-ce qu'on parle marketing, est-ce qu'on parle de toutes ces choses-là, ou c'est eux qui prennent la main? À quel moment un peu l'échange se fait sur un projet comme ça avec l'éditeur, et puis de quoi vous parlez, Je pense que c'est assez différent d'une maison d'édition à l'autre, mais en tout cas, nous, pour le contenu, comme a dit Eric, on a eu beaucoup de liberté. Et puis, je crois même que pour le format, on était parti sur ce format parce que moi, mes précédents livres étaient aussi de ce format. Et ils ont pas dit non. Et sinon, pour le reste, effectivement, leur boulot de maison d'édition, de faire la promo. Par exemple, tu disais, le premier exemplaire a été vendu ou tiré à combien d'exemplaires? Le premier album, pardon? Alors le premier, sauf erreur, la première édition c'était 2000, ça a été assez vite épuisé, parce que c'était juste avant Noël, puis c'était un cadeau idéal, je vous le rappelle pour celui-là aussi. Et bien, donc c'est parti très vite, et puis ensuite, il y a eu quelques nuits blanches, enfin il est là, il pourra vous le raconter mieux que moi, parce qu'après il fallait réimprimer très rapidement combien d'exemplaires, et sauf erreur, il y a eu un deuxième tirage de 5000, Claude, et puis ensuite un troisième tirage de 5000. Et là, on n'est pas complètement au bout, mais pas loin de... je ne sais plus combien on en a vendu, 11 000. Ouais, voilà. Donc, c'est vrai que pour un éditeur, c'est un moment difficile, ça. C'est-à-dire, parce qu'on sait qu'une réimpression, ça coûte quand même beaucoup plus cher que d'avoir imprimé d'un coup tous les exemplaires. Mais après, il faut savoir comment ça va réagir. Et effectivement, ça, c'est une question qui est vraiment entre les mains de l'éditeur. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Alors, l'éditeur, lui, il aide aussi à financer le projet, comme on en parlait. Puis financer le projet, c'est aussi financer votre travail. C'est vrai que, c'est pas facile de gagner sa vie en faisant de la BD, tout simplement. Contrairement des fois à d'autres arts. Peut-être un petit mot là-dessus. Vers qui un éditeur se tourne pour aller chercher de l'argent? Est-ce que c'est lui simplement qui le fait? Est-ce que vous aussi vous essayez? Et puis au final, qui sont les gens qui aident à financer ces beaux projets? Est-ce que c'est des fonds publics? Est-ce qu'il y a des privés? Est-ce que c'est des associations, des fondations? Dites-nous-en peut-être un peu plus sur cet aspect-là. Mais alors oui, la maison d'édition, elle va chercher en fait l'argent pour produire le livre, et c'est nous qui avons cherché de l'argent pour payer au maximum toute la partie de création avant que le livre soit remis à la maison d'édition. Donc il y a plusieurs possibilités pour ça. Effectivement, ça peut être des bourses cantonales ou une bourse fédérale auprès de Pro Helvetia, ou ça peut être des fondations privées. Donc là, Eric a fait un boulot de recherche auprès de fondations pour que je puisse être au maximum payée pour mon travail pour ça. Donc c'était des conditions assez idéales pour moi, parce que ça a bien marché, cette recherche de financement. Dans la plupart des cas, pour un album de BD, on n'est presque pas payé pour la partie création. Donc, Alors voilà, ça c'est un point qu'on a abordé en préparant la conférence. L'idée, c'est pas de pleurer dans les chaumières, mais c'est aussi de se dire que, on est en Suisse, Topfer a inventé la BD à Genève. Ce livre-là, il a une vocation éducative. On va en parler un peu plus par la suite, mais il va y avoir aussi une adaptation en série animée qui va bénéficier de beaucoup plus de moyens. Mais à la source de tout ça, il y a un processus créatif qui commence ici. Et est-ce que c'est correct de dire que c'est quand même difficile d'en vivre, Eric? Et puis on se demande un peu pourquoi c'est si difficile finalement.
Oui, enfin, je crois que Fanny sera mieux placée que moi pour en parler. En plus, elle s'occupe de l'association des auteurs de bande dessinée, dont c'est un thème aujourd'hui de savoir comment financer la création de bande dessinée. Parce que dans d'autres arts ou d'autres activités culturelles, je pense par exemple au cinéma, où il y a effectivement quand même aujourd'hui des moyens, par exemple, pour écrire des scénarios, pour travailler des projets, pour faire des storyboards et tout. Alors qu'effectivement, lorsqu'on fait des demandes de financement pour publier un livre, on ne pense pas à 1 année et demie de travail de Fanny, hein, quand même. C'est 200 jours de travail. Ouais, si on veut être, je dis même pas bien payé, mais payé à peu près convenablement pour nourrir Fenouil, donc c'est la chienne que vous avez vu entrer, inévitablement, ça représente quand même pas mal d'argent. Et ça, finalement, on a réussi à le trouver, à trouver un peu d'argent pour Fanny. Moi, je n'en avais pas besoin, mais pour Fanny, pour qu'elle puisse au moins tout simplement survivre pendant ce moment. C'est vrai que c'est une situation qui n'est pas évidente. Et c'est aussi pour ça que, effectivement, je m'engage dans la SCA, l'association des artistes, l'association suisse des artistes de BD. Mais je peux aussi dire que je vois au fil des années que la situation elle évolue justement parce que dans le milieu de la bande dessinée, les gens se fédèrent, les artistes se réunissent pour apporter des revendications et pour exprimer le fait que c'est pas assez payé. Et en tout cas, depuis juste quelques années que je m'engage, je vois que ça évolue vers du positif. Donc je suis assez... j'ai l'espoir que si on continue à se mobiliser, ça devienne un domaine qui soit moins précaire et où c'est plus agréable de travailler. Toi, tu arrives à vivre, Fanny, en faisant que de la BD ? Maintenant, oui, mais c'est vraiment... Il y a des années où ça va et je suis contente, et d'autres où ça va pas du tout. Et donc, je fais une balance qui, au final, fait une moyenne très, très basse. Mais je peux pas me plaindre parce qu'en ce moment, j'ai pas besoin d'avoir un travail alimentaire en plus de ça. Donc, c'est déjà vraiment un privilège. Voilà, alors si on revient à cette partie non assumée du caractère éducatif de ce projet, j'ai envie de revenir quand même au fait que je crois qu'il y a donc dans des écoles, on s'est servi de ce livre comme support. Vous avez fait des conférences devant des étudiants, je crois qu'il y a même des tests, des contrôles qui ont été proposés à des étudiants sur la base de la lecture de votre livre. Oui, donc quand même, on en dit un mot parce que il a été choisi comme extraordinaire. livre. Mais d'ailleurs, le prof est par là, mais il a été choisi comme livre d'examen pour les apprentis de l'école des métiers qui est juste à côté d'ici. Alors au début, quand on est arrivé avec Fanny, on s'est dit quelle horreur, il y a du pauvre, notre livre qui sert de livre d'examen alors qu'il devait être ludique. Puis finalement, on s'est aperçu que, en tout cas, il pourra nous en dire plus tout à l'heure peut-être, mais les élèves, enfin les étudiants ont apprécié ce livre, plus ou moins. Il était vite lu, m'a dit un élève, c'est ça qu'il m'a dit. Plus vite qu'un gros roman. Mais enfin bon, c'est vrai que ça a été l'expérience la plus poussée, c'est-à-dire que ce livre a servi d'ouvrage, d'examen pour fin d'apprentissage, je crois, en branche générale ou en branche culture générale. Puis autrement, oui, on a fait une fois une journée, une conférence, un débat dans un gymnase à Vevey, avec une petite exposition qui a été faite. Donc c'est vrai que c'est utilisé, mais moi je suis très content que ça se fasse. Je disais ça avant que je voulais pas faire un chevalat dessiné, moi. C'était pas mon but du tout, de faire un ouvrage pour les écoles. C'était vraiment de faire un bouquin qui après est utilisé comme le sont les séries télé ou les films. Bon, c'est quand même une fierté quand son bouquin se retrouve dans des écoles comme ça, non ? Oui, c'est chouette. Oui, ça nous a fait plaisir. Surtout, c'était intéressant de discuter avec nos lecteurs et lectrices. Et alors, ces lecteurs, ces lectrices, vous les voyez, vous faites des dédicaces, vous allez faire une dédicace juste après cette conférence. C'est qui ? C'est du 7 ans, comme on dit ? C'est des garçons, des filles ? Plus que 77 ans. Oui. En tout cas, pour le siècle d'Emma, moi j'ai rencontré beaucoup aux séances de dédicace, soit des jeunes femmes qui l'offraient à leur grand-maman ou l'inverse. Ça faisait comme parce qu'il y avait ce thème bien présent du droit de vote des femmes, ça faisait comme un pont entre ces deux générations. C'était vraiment chouette de discuter avec des jeunes femmes qui étaient actives dans la grève maintenant et des grands-mamans qui avaient été au MLF. C'était vraiment cool de découvrir ça. Et alors, quand on fait une dédicace, on fait toujours un petit dessin. À chaque fois, on te demande quoi ? De dessiner Emma ? Ou toi, tu dessines Emma par réflexe ?
C'est comme ça que ça se passe? Non, je choisis moi-même parce que j'ai peur qu'on me demande. La dernière fois de ma vie où j'ai accepté qu'on me demande quelque chose, la personne m'a dit j'aimerais une foule. Ou j'ai plus un truc comme ça, une séance de foule dans la rue. Alors après ça, j'ai dit ok, non, c'est fini. Maintenant, je dessine quelque chose qui me. Bon, avis aux amateurs pour la dédicace ensuite, visez simple. Si on revient un peu au développement, alors bon, on a parlé des écoles qui est quand même voilà, une validation du caractère éducatif, hein, Eric, mais il y a aussi voilà, d'autres choses. On parlait d'une adaptation. Dis-nous-en un petit peu plus. Il va y avoir possiblement une série de 5 épisodes. Oui, enfin, pour l'instant, c'est un projet à long terme, hein, mais enfin, il y a un intérêt de la télévision, enfin de la SSR au niveau national, pour éventuellement produire une série sur le même modèle que les séries historiques cinéma, mais avec une animation en 5 épisodes du siècle d'Emma. Mais là, ils en sont au tout début de l'élaboration d'un scénario. L'idée, ça serait de faire 5 épisodes. Avec, il y a en gros 4 chapitres dans le siècle d'Emma, et on en rajouterait un pour venir un peu plus près du 21e siècle. Mais c'est pour l'instant un projet, c'est des projets à très long terme, ça coûte très cher, enfin je ne sais pas du tout si ça se fera. D'ici là, peut-être que la SSR n'aura plus d'argent parce qu'on lui aura coupé les vivres, donc c'est possible qu'Emma ne voit jamais le jour sous cette forme-là. Et puis un autre projet qui est en cours, c'est une traduction en allemand du siècle d'Emma. Emmas Jahrhundert. Mais ça, c'est pas non plus encore achevé. Titre provisoire. Et est-ce que vous savez si c'est un titre qui marche dans ce qu'on peut qualifier de la francophonie? Il est vendu en France, au Québec, dans d'autres endroits qui pourraient être... Alors au Québec, je ne sais pas s'il sera vendu parce qu'il y a un roman qui s'appelle Le siècle de Jeanne et qui nous a donné des sueurs froides. Non, mais on a les accords. Hein, donc Claude Pahu a été en contact avec l'éditeur. Mais évidemment, au Québec, c'est un nom assez connu, Le siècle de Jeanne, comme un roman qui a été populaire. Mais honnêtement, je ne suis pas sûr, franchement, qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui sont passionnés par l'histoire de Bourg-la-Papais et la guerre du Sonderbund à Fribourg, hein, honnêtement. Je crois que vraiment ce livre s'adresse aux gens d'ici, c'est leur histoire, leur passé. En France, il y a eu un petit intérêt, notamment dans la revue L'Histoire, parce qu'il y a un historien qui s'appelle Pascal Horry, qui est un spécialiste d'histoire et de bande dessinée. Et il a reçu ce livre et il nous a gentiment fait une page, mais plus comme ça par intérêt, je dirais, anthropologique pour une nation voisine et amie. Mais disons, je ne crois pas qu'il y ait un grand intérêt du public français pour ce livre. Enfin, je ne sais pas, Claude pourra peut-être nous dire, mais je ne suis pas sûr qu'on en ait vendu beaucoup en France. Hein. Non, pas des quantités énormes, donc ça veut dire pas beaucoup. Alors je fais écho à des questions un peu bêtes que je pose parfois pour la radio, parce que une des questions que je vous posais, c'était de savoir s'il y a une suite. Est-ce que ça va être le XVIIIe siècle pour le siècle de Josette, toujours en Suisse, ou est-ce que ça sera le cycle de, je ne sais pas, Richard, un garçon pour changer, pour l'histoire du XXe siècle dans un autre pays? Du 21e alors. Du 21e. Alors vous voyez comment, vous, la suite? Il y a encore des choses à venir ou? La suite... À vrai dire, on avait imaginé à un moment faire le demi-siècle de quelqu'un. Ça sonnerait bien comme titre. Mais moi, j'avais pas tellement... de Richard. Honnêtement, moi, j'avais pas envie de faire de l'anticipation, hein, de la science-fiction. Et je trouve que c'est difficile de proposer une lecture d'une période hyper contemporaine, parce que chaque personne a évidemment son appréhension et sa compréhension et son expérience. Aussi bien ils me suivent ou ils nous suivent quand on dit le 19e siècle, il faut parler de ceci ou de cela. Quand c'est de l'histoire très contemporaine, je pense que c'est difficile. Donc je ne suis pas sûr qu'il y aura une suite. Mais peut-être que toi, tu la feras toute seule. Oui, je ne sais pas. En tout cas, là, le projet... Enfin, on a un nouveau projet qui prend forme. Et c'est à partir d'un événement que j'ai déniché en travaillant sur autre chose, d'un événement qui a eu lieu à Yverdon, en plus près d'où j'habite. Il y a eu une grève par des ouvrières des usines de cigares, et donc a priori on va bosser ensemble là-dessus. Mais c'est pas du tout le même principe. Alors moi, à la limite, peut-être une fois, ça m'intéresserait de remonter encore dans le temps et de faire quelque chose autour du 18e, autour du mercenariat, autour des questions liées à l'esclavage. Et là, il y a une très belle histoire à raconter. Mais
on verra. Hein. Pour l'instant, j'en parle pas trop à Fanny parce que sinon elle va m'arracher. Puis il y a d'autres personnes qui dessinent. Donc voilà. Je peux te présenter quelques artistes très intéressants. Moi j'ai un autre projet mais qui n'a rien à voir, qui est en route et qui paraîtra l'année prochaine. Donc il y a déjà pas mal de choses. En tout cas, moi j'ai envie de vous dire que ça a l'air d'être un duo qui fonctionne bien. Et puis voilà, l'idée aujourd'hui c'était de plonger dans l'atelier d'une BD historique. Donc pour continuer, j'ai envie d'ouvrir voilà, des possibles questions de l'audience. Moi je vais nourrir aussi quelques questions qui sont plus dans l'optique de ce qu'on fait sur Radio Vostok. Sur Radio Vostok, je pose souvent ce que j'appelle des questions des bulles. C'est des questions un peu bêtes. Donc moi au milieu, je vais poser quelques questions bêtes. Et en attendant, si certains d'entre vous voilà, veulent interagir, poser des questions à Fanny et Eric, libre à vous. Est-ce qu'on a quelques questions peut-être? Dans le siècle de Jeanne, j'ai l'impression que les cadres sont plus définis que dans le siècle d'Emma, non? Le cadre des bulles. Oui, c'est vrai, j'oublie tout le temps de le dire, mais un des grands changements que j'ai voulu faire, clairement, c'était de faire des cases. Parce que l'expérience du siècle d'Emma, c'était assez chouette, mais le fait qu'il n'y ait pas de cases, ça rendait le travail beaucoup plus difficile. Dès que je voulais couper, faire du hors-champ ou des personnages à moitié visibles, donc là, j'ai décidé d'oser faire des cases. C'est vrai. Ça fait partie, justement, il y a pas mal de choses dont j'étais pas satisfaite dans le siècle d'Emma et j'ai vraiment voulu m'améliorer, proposer un album dont je suis plus satisfaite au niveau graphique et je suis assez contente. Une autre question peut-être? Ça implique effectivement un découpage un peu différent. Ça permet d'avoir des premiers plans plus marqués, des profondeurs de champ. C'est vrai que vous verrez, c'est une narration un peu différente, peut-être plus fluide, plus suivie. Mais c'était un peu de ma faute, parce qu'au début, moi j'étais parti avec le siècle d'Emma plus sur des vignettes, un peu comme ça se fait beaucoup dans la BD d'aujourd'hui, c'est-à-dire un personnage qui parle en voix off, puis il y a des espèces de petites illustrations. Et ces vignettes-là, elles sont vite un peu froides au bout d'un certain temps. Oui, c'est surtout que le récit était vraiment très dense. Là, c'est pour ça que s'il a fait plus de pages, c'est qu'on avait aussi envie de le rendre un peu plus narratif, de vraiment dessiner des scènes dans lesquelles il se passe des choses, pas juste des scènes avec une voix off qui décrit. Et puis si on poursuit avec les différences entre le premier livre et le deuxième, il y a aussi le fait que le découpage pendant le siècle d'Emma a été fait par des personnages. C'était 4 chapitres qui suivaient 4 personnages différents. Là, on est dans un découpage qui est plus chronologique. C'était aussi pour améliorer la densité de l'histoire, c'est ça? Ou pourquoi cette différence? Oui, je crois que je l'ai dit au début que c'était pour suivre un personnage et puis développer un peu plus ce qui se passe autour d'elle. Oui, ça permet effectivement de la voir évoluer, et c'est ce personnage qui est confronté aux changements d'époque. Tandis qu'effectivement, dans le siècle d'Emma, on avait pris chaque génération ou chaque personnage marquait un temps, même si Emma était un fil conducteur, mais parfois un peu absent. Bon, moi j'avais une petite question à vous poser, je voulais savoir combien coûte votre BD en bahts? C'est-à-dire la monnaie fribourgeoise et bernoise du 19e. Donc oui, moi j'ai calculé que ça faisait à peu près 55 bahts parce que pendant la famine, un pain coûtait 4 bahts. Donc j'imagine que... Ça, l'histoire du baht, ça m'a donné un peu de fil à retordre parce qu'on avait de la peine avec ces pitons. L'historien qui m'a conseillé m'a dit, oui, au moment de la famine, probablement que ça atteignait jusqu'à 4 bahts le kilo de pain. Mais le baht, c'est une monnaie qui a pas mal évolué, qui existait encore d'ailleurs au début de l'État fédéral. Il y avait le franc et le baht encore. Et donc, je ne sais pas combien elle coûterait. Ça dépend en bahts absolus ou bien en pouvoir d'achat. Sans corriger de l'inflation. Oui, c'est compliqué. Bon, je crois que... Une autre question? Eric, tu as fait allusion au fait que tu travailles avec différentes personnes, différents dessinatrices ou dessinateurs. En quoi est-ce que ça influence ta façon d'écrire le scénario en retour de travailler avec différents artistes? Bon, pour l'instant, j'ai travaillé avec que 2 dessinateurs. Je n'ai pas une grande expérience. Surtout avec Fanny. Et puis un autre projet que je mène avec Mathieu Berthaud, qui est un dessinateur valaisan établi à Genève.
Moi, je dirais que c'est un peu le même. Bon, il y a d'autres procédés, mais je pense que c'est la même collaboration autour d'un échange constant, de savoir comment on raconte, comment on développe les scènes. Après, son dessin est très différent, parce que c'est l'histoire qui se passe dans les années 50, un roman d'espionnage, enfin un roman, une histoire d'espionnage, c'est pas un roman, c'est la réalité. Mais donc, c'est un peu différent du point de vue du contexte, mais la manière de travailler est un peu la même, c'est-à-dire, je pense que c'est vraiment un travail de collaboration, de construction. Alors moi, j'ai très très peu de connaissances dans l'histoire de la BD, mais il y a certaines fois des scénaristes qui font le travail jusqu'au découpage, sauf erreur. C'est-à-dire qu'ils donnent toutes les idées. Et puis ensuite, le dessinateur, je dirais pas être un exécutant, mais enfin, c'est lui qui met en image un storyboard qui est déjà terminé, non? Oui, certains scénaristes écrivent carrément qu'est-ce qu'il y a dans chaque case. Ça dépend. Toi, tu proposes plutôt une scène et puis tu laisses la liberté de la mettre en image plus ou moins comme on veut. Oui, c'est ça, exactement. Mais en même temps, ton écriture est déjà assez visuelle du fait que tu as travaillé dans le cinéma et tout ça, que tu proposes quelque chose qui est déjà pensé visuellement, donc c'est très chouette. Ouais. Du coup, Fanny, toi aussi, des fois, tu es revenue sur son scénario? Enfin, c'est vraiment plutôt l'inverse. Oui, il y a eu des fois, pour le siècle d'Emma, encore plus parce qu'on a carrément coupé des passages et choisi des nouvelles scènes. Et puis aussi, le problème, c'est que au début, comme il a un peu moins d'expérience, il écrivait beaucoup trop. Donc, il faisait des dialogues immenses. Et quand je lui montrais ce que ça donnait sur la page, on voyait bien que c'était impossible. Donc, j'ai surtout beaucoup coupé. Et puis aussi choisi de montrer différemment de ce qu'il imaginait au départ parce que je trouvais que ça fonctionnait pas, ou bien parce que ça faisait trop... ça redisait la même chose que ce que les personnages disaient déjà. Donc, ouais, c'était pas mal collaboratif. Ouais, c'est vraiment très souvent. Au moment de dessiner, elle me dit mais c'est trop long. C'est pas comme ça qu'il faut qu'il dise. Vraiment, c'est un échange. Ouais. Surtout pour les dialogues, parce que les dialogues, c'est ce qui est le plus difficile pour que ça ne fasse pas une espèce de discours comme ça plaqué sur des personnages. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait de te mettre dans la peau d'une femme? Et puis, est-ce que tu envisages de renouveler ça avec les mercenaires? Parce qu'il y a des mercenaires. Ah, se mettre dans la peau d'une femme, il ne faut pas trop que je parle de ça parce qu'on va m'accuser d'appropriation culturelle. Non, ça m'a posé aucun problème de. Bon, c'est pas une histoire très intime. Non, c'est plutôt. Mais disons, non, ça m'a posé aucun problème. Dès le moment où on fait un peu de fiction, on imagine. Bon, après, mais peut-être que je me suis pas mis. J'avais à un moment imaginé de faire quelque chose d'un peu plus personnel sur certains plans. Mais là, vous verrez, c'est un personnage quand même on reste un peu en dehors de ses émotions et de son imaginaire. C'est plutôt c'est un personnage quand même qui a un côté un peu de papier quand même. C'est pas un personnage très travaillé au point de vue de ses émotions, de son ressenti. C'est quand même assez rapide, le développement on peut pas faire beaucoup de psychologie intérieure avec la BD. Ça reste quand même des petits Mickey. Enfin, pas avec... Non, mais c'est vrai. Avec un ouvrage historique. Non, pas avec un ouvrage historique. C'est difficile parce qu'il n'y a pas de son, il n'y a pas de silence. Tu t'enfonces. Non, mais... Ouais, par provocation, j'ai envie d'ajouter que le siècle de Jeanne, le siècle d'Emma, à quand le siècle d'un mec? C'est possible ou... Ben ouais, en tout cas, ce sera pas avec moi parce que j'avais dit à Eric dès notre première rencontre que moi je voulais pas dessiner 200 pages autour d'un personnage masculin. Je voulais me sentir plus proche de ce que je dessine. Je te ferai remarquer qu'on a vraiment respecté la parité, parce que finalement, dans le siècle d'Emma, il y a autant de personnages masculins que de personnages féminins. C'est ce qu'on peut voir d'ailleurs sur la famille. Ici aussi. Alors il y a un fil rouge. Là, c'est un peu plus net avec Jeanne. Et puis après, avec sa petite fille. Mais disons, dans le siècle c'est vraiment la parité, Suisse-allemande, Suisse-roman, homme, femme. Oui, mais du fait que exactement 50-50. L'accession au droit de vote est un fil rouge dans tout l'album, ça met quand même une coloration assez... Oui, mais moi je le revendique tout à fait, je l'assume. Mais disons, toi tu dessineras peut-être pas le siècle de Benjamin. Donc,
On fera une petite annonce. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est votre écriture, Fanny, ou c'est calligraphique? Oui, c'est mon écriture. En fait, là, c'est une typo qui a été créée à partir de mon écriture, mais j'ai moi-même dessiné les lettres qui sont utilisées. Et puis sinon, dans les planches, c'est vraiment écrit sur le papier tel quel. Ce qui fait qu'après, quand il y a eu relecture et correction, j'ai dû des fois, avec Photoshop, déplacer des petites lettres pour déplacer des mots. Mais oui, en fait, j'aime bien vraiment tout faire à la main, donc je le fais autant que je peux. Elle a répondu partiellement, mais est-ce que vous aimez ne pas être d'accord? Avec Fanny? Ah ouais. Oui, on a souvent des discussions assez animées, ouais. Ben, c'est normal, quand il y a un processus, on n'avance que par le conflit et la contradiction. Mais disons, moi je trouve normal, ça nous arrive de ne pas être d'accord. Non, mais dans le cadre de notre création commune, je dirais qu'on est généralement d'accord. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus, non? Il y a plus de conflits dans les histoires qu'on raconte qu'entre nous. Oui, bien sûr. C'est très consensuel. On est d'accord. Ouais. Est-ce que peut-être vous voulez revenir sur une ou deux thématiques historiques qui sont parfois peut-être un peu inattendues? Je sais que par exemple, dans les deux livres, il y a un peu la place de l'industrie horlogère en Suisse, par exemple. Dans ce livre-là, il y a aussi l'industrie textile qu'on découvre comme une industrie forte de la Suisse au XIXe siècle. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément très, très attendu. Peut-être un petit mot sur cette industrie-là, l'industrie textile en Suisse au XIXe. Ouais, Fanny a adoré dessiner des filatures, parce qu'en fait, on a situé une partie de l'histoire dans une région du canton de Zurich où il y avait beaucoup de filatures. Et je me suis aperçu que pendant tout un moment, je donnais à Fanny des illustrations d'usines textiles, mais ce n'était pas de la filature, c'était du tissage, du tissage industriel, mécanisé, pas industriel, mécanisé. Donc en fait, ça m'a fait revenir sur cette réalité. Oui, on ignore souvent que en 1870, entre 1870 et 1880 peut-être, il y a eu vraiment une période d'industrialisation extrêmement poussée, notamment dans le nord-est de la Suisse, à tel point que si on le rapporte au nombre d'habitants, la Suisse était plus industrialisée que la Grande-Bretagne. C'était une vraie puissance industrielle sur ce plan-là. Et ça, c'est une histoire qui existe, que tout le monde connaît peut-être à certains égards, mais qui est en tout cas pas mise en avant. Elle est complètement différente de l'histoire agraire et agreste que certains aiment constamment mettre en avant. Parce que tout cet aspect de la Suisse industrielle, confrontée au problème du travail, à la loi sur les fabriques et tout, ça c'est vrai qu'on a... Enfin moi, ça me tenait à cœur de le mettre en évidence dans le 19e siècle. Même chose, je parlais tout à l'heure de cet épisode de la famine, 1816. avec l'année sans été. Ça a été un peu oublié, même si depuis qu'on parle de l'importance du climat sur la vie, ça a été revalorisé notamment par un historien anglais qui a beaucoup étudié les effets de cette année sans été, puisqu'il y avait eu une éruption volcanique en Indonésie, et tout le centre de l'Europe était recouvert d'un nuage de poussière au niveau de la stratosphère, et ça a provoqué une catastrophe alimentaire, parce que toutes les récoltes étaient foutues, et notamment beaucoup dans le centre de la Suisse. Et alors ça a provoqué aussi quelque chose qu'on n'imagine pas forcément, parce que quand on pense en Suisse flux migratoire, c'est souvent des flux qui viennent vers la Suisse, mais là il y avait l'inverse, il y a des flux qui partaient spécifiquement même vers le Brésil. Je crois qu'il y a eu 3 vagues que vous décrivez assez bien dans l'album. Oui, bon, ça c'est assez connu quand même, mais disons la relation entre la famine et les premières émigrations, notamment à Fribourg avec Nova Friburgo, la création d'une colonie, de toute pièce d'une colonie fribourgeoise, entre guillemets, au Brésil, ben oui, c'est vrai que ça, c'est un événement qu'on a un peu oublié maintenant. Il y a eu régulièrement des grandes commémorations. Il y avait des gens originaires de Nova Friburgo qui venaient défiler avec les vaches à Fribourg. C'était la grande rencontre des cousins. Mais peu de gens ont raconté comment s'est passé l'exode. Il y avait à peu près 2000 personnes qui sont parties en même temps. Il y en a 800 qui sont décédés pendant le voyage. Donc ça a été une catastrophe humanitaire, et on a expédié tous les pauvres du canton de Fribourg en leur disant allez voir au Brésil si on y est.
Donc ça, c'est vrai qu'on a tenu à montrer cette permanence du 19e, c'est que la Suisse était un pays d'émigration. Est-ce que vous êtes attardé sur le travail des enfants, puisque tu parlais des institutions? Oui, tu verras en achetant tout à l'heure. Il y a effectivement à la fin du chapitre, il y a tout ce débat qu'il y a eu à propos de la loi sur le travail, qui devait réglementer le travail des enfants. Le travail des enfants, aussi un peu le travail des femmes, le travail du dimanche. Oui, ça a été thématisé. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Vous n'êtes pas fatigué? Oui? J'ai l'impression que vous aimeriez encore travailler ensemble, mais que vous avez tous les deux une forte verve créative et que chacun a envie de ses propres projets. Je voudrais savoir si c'est un hasard que vous soyez tous en bichromie aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Et à une tribune on dirait qu'on est commentateur et commentatrice de sport. De sport? Un peu, non? Moi j'ai une question pour l'audience. Qui a lu le premier livre? Waouh! Tu vois un peu? Qui va lire le deuxième? Ouais, ok. Vous êtes chaud. Bon, en tout cas, c'est bon, c'est un public captif, hein, quand même. Public conquis pour le siècle de Jeanne, donc voilà, qui est disponible à partir de ce week-end. Fanny Vaucher, Éric Burnand. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. S'il y a encore des questions, on les prend volontiers. C'était un plaisir. Il y a encore Marc. Juste une question, puisque vous parlez d'émigration, les images qu'on montre sur l'histoire suisse, qu'on montre à l'étranger, notamment dans les sociétés suisses à l'étranger, sont souvent très euphémisées. C'est l'image à la chevalarde, des choses rapidement. Et je me dis, est-ce que ça ne serait pas une manière de diffuser aussi votre BD, que je me réjouis d'acheter, aussi parmi les Suisses de l'étranger, pour leur donner une autre image de l'histoire de la Suisse que celle que les autorités diffusent. Oui, on va en parler à Nicolas Bidot. Mais pour l'instant, ils ne nous ont jamais demandé. Hein. Il y a pas mal d'artistes, de BDistes qui sont partis, mais ils ne nous ont jamais demandé d'aller faire le tour des ambassades pour parler de l'histoire un peu autrement. Mais bon. Et puis moi, enfin, c'est pas exactement la même chose, mais j'ai rencontré des classes d'accueil, donc de jeunes qui venaient d'autres pays et qui étaient en train d'apprendre le français et qui devaient lire cette BD et qui me disaient, en tout cas le siècle d'Emma, sans le bagage histoire, politique, institution de la Suisse, ils comprenaient rien. Alors qu'on avait essayé de faire ça le plus accessible possible, mais non, c'était... Bon, mais là, il parle des Suisses de l'étranger, qui en principe... Oui, mais c'est pour dire pour des gens vraiment étrangers à la Suisse, c'est peut-être de toute façon pas accessible. Mais cela dit, la BD sur l'émigration suisse à l'étranger reste à faire, hein, parce qu'il y a vraiment une belle histoire tragique à raconter, notamment Nova Friburgo, bien d'autres, Ibicabia, là, au Brésil, c'est clair. Moi j'ai compté, ça fait 2 albums, Les Mercenaires et l'émigration des Suisses à l'étranger. En tout cas, Fanny, Eric, c'était un plaisir. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être en rester là. Puis je vous encourage, à les rencontrer, ils sont en dédicace, à acheter cet album, le premier si vous ne l'avez pas, à l'offrir autour de vous. Et en tout cas, à lire un livre qui est très plaisant à lire et à soutenir aussi 2 beaux artistes suisses. Merci à vous. Bon, on peut de toute façon boire un petit verre à côté, là, dans cette salle industrielle. Hein.